c'est une mise en abîme, puisque, en fait, on me demande d'un côté d'avoir un regard un peu, pas forcément universitaire, mais lié effectivement à des fonctions qui peuvent être les miennes depuis un certain nombre d'années dans la Fédération nationale des collectivités pour la culture. On s'est beaucoup interrogé, et on y reviendra, sur la question des droits culturels. Et puis l'adjoint à la culture, effectivement, qui est dans l'action. Et en fait, la question un peu piégeuse, c'est de se dire quelle relation il peut y avoir entre des propos universitaires, si je puis dire, académiques, abstraits, et la réalité d'une politique de ville. Et donc, d'où réalité et fiction, parce qu'en plus, les choses ne sont pas si simples que ça. Alors, on va commencer par là. Si on dit les droits culturels, ça vous fait penser, vous pensez, vous, à quoi? On va commencer, c'est moi qui vais d'abord vous interroger. Déjà, ça me repose. Donc ça, c'est le truc des profs, hein, on sait faire ça. Si je vous dis les droits culturels, je change de lunettes pour vous voir. Vous pensez à quoi? À l'accès à la culture. Pardon? À l'accès à la culture. Alors, c'est d'accord, à l'accès à la culture. Pardon? Ouais, mais lui, il connaît vachement le dossier. Bon. C'est un mouvement en France, enfin, c'est une interrogation en France qui est relativement récente. On va dire qu'on a vraiment commencé à en parler il y a une dizaine d'années, hein, clairement, il y a une dizaine d'années. On reviendra sur ce que vous avez dit dans les deux cas. En fait, à l'origine des droits culturels, on trouve le théâtre de l'opprimé, en fait, Augusto Boal. Et en fait, derrière les droits culturels, en fait, c'est d'abord un droit de défense d'une identité d'un peuple. C'est la question de l'Amérique du Sud, en fait. Et c'est né de cette manière-là, si vous voulez, sur l'oppression des peuples autochtones en Amérique du Sud. Et en fait, derrière la notion de droit culturel telle qu'elle va naître dans les années 70, il y a cette idée qu'on doit garder son héritage culturel et qu'on n'est pas obligé d'être soumis à une culture massifiée ou uniforme. Et en fait, c'est intéressant parce que on échangeait un tout petit peu tout à l'heure. En fait, c'est un droit de résistance. C'est un droit à la résistance, les droits culturels. C'est un droit dur. C'est un droit de combat. C'est pas un droit mou. Pas du tout. Et ce concept-là, qui est dans les années fin 60, début 70, va globalement être repris à l'UNESCO. À partir notamment de 1966, mais pas que, hein, dans différentes conventions, notamment en 76, hein, la convention non, 2005, pardon, la convention pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Mais en fait, il faut bien le comprendre. Quand on parle de droits culturels à l'UNESCO, c'est en fait pour défendre les cultures autochtones qui sont menacées. Donc pour l'instant, on est très très loin de la France. Alors juste pour préciser, je vais essayer de faire ça en 3 temps. Dans un premier temps, j'essaie de vous donner le contexte, on va dire, originel et une sorte de tentative de définition. Dans un deuxième temps, je vais essayer de vous expliquer comment les droits culturels sont arrivés en France, enfin, le débat sur les droits culturels est arrivé en France, en soulignant toutes les interrogations, les questionnements, les oppositions aux droits culturels. Et puis dans un troisième temps, je vais essayer de vous dire comment ça a pu de personnaliser, mais comment ce débat a pu me marquer
quand il s'est agi de constituer les bases d'une politique culturelle de ville ici. En fait, c'est vraiment un droit des groupes, quoi. C'est un droit des groupes. Ça peut être un droit des groupes ou des individus dans ce qu'ils sont porteurs d'un héritage, vraiment d'un héritage groupal, si je puis dire, comme ça. Alors, je vous donne une définition qui est empirique. Alors, pourquoi je dis empirique? Parce qu'en fait, on en a beaucoup parlé à une époque à la FNCC. Donc, je rappelle, je parle beaucoup de la FNCC, mais... Donc, Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture. Je résume. Le syndicat des élus à la culture en France, voilà, qui est une fédération qui regroupe des élus de toutes les tendances politiques républicaines. Et c'est dans ce cadre-là, moi, que j'ai entendu pour la première fois parler des droits culturels. Et d'ailleurs, on y reviendra, mais je vous expliquerai comment j'en ai entendu parler la première fois et comment ça m'a marqué. Donc, en fait, ensemble, avec tous ces collègues de toutes les tendances, philosophies, couleurs politiques, engagements, on avait écrit cette chose-là. C'est un double droit à la reconnaissance de son héritage culturel, en même temps qu'un droit pour chacun à la liberté de s'échapper de son héritage. C'est pas un droit à avoir, c'est un droit à être. Et c'est important parce que, on y reviendra, ça pose évidemment des questions juridiques à partir du moment où c'est un droit. Sauf que c'est un droit à être. Donc, on n'est pas dans le sujet d'un droit vraiment opposable au tiers. Voilà. Enfin, bon, parce que c'est un vrai sujet. Alors, concrètement, ce droit à l'héritage, mais à s'en échapper également, c'est aujourd'hui dans la loi française. C'est-à-dire que c'est pas un truc... ça a été intégré dans 2 lois. La loi Notré, donc en 2016, qui est la loi 2015, pardon, la nouvelle nouvelle organisation des territoires de la République, voilà. Donc c'est celle qui aujourd'hui régit toutes les collectivités territoriales entre elles. Hein. Bon, et donc il y a un article qui dit sur le plan culturel, etc., les collectivités entre elles, avec l'État, dans le cadre des droits culturels, ont une compétence partagée et concours, etc. Bon. Et puis, plus récemment, en 2016, il y a la loi Création, Architecture et Patrimoine, qui, de nouveau, réaffirme que les collectivités territoriales et l'État doivent travailler dans le respect des droits culturels. J'y reviendrai sur, en tout cas, l'environnement politique qui a pu conduire à ça. Alors, beaucoup de gens se réclament de la déclaration de Fribourg, parce qu'en 2007, en fait, le texte un petit peu de référence, c'est une déclaration qui en fait faisait la synthèse de tout ce qui existait sur la question des droits culturels. Mais ce que je voudrais vraiment insister là-dessus, vous voyez, parce qu'on est très très loin de la France, entre guillemets à ce moment-là, on est vraiment dans un droit qui s'oppose, enfin un droit de résistance au nom d'une culture qui est la sienne. C'est intéressant parce que, enfin, on va y venir, mais les conséquences pourraient être extrêmement importantes. Quand on songe, enfin, je pense que si certains d'entre vous avaient lu il y a très longtemps ce livre d'histoire sur la fin des paysans, j'essaie de me souvenir de l'auteur au moment où je le dis, que c'était une référence dans les années 70-80. En tout cas, mais c'est Regain. C'est Regain de Giono. C'est la fin d'une culture. Et il y avait le droit à une culture. C'est aussi le droit à cette culture-là, en fait. Voilà, qu'on n'a pas le droit de jeter non plus. Enfin, en tout cas, c'est pas le fait de l'acheter, elle a le droit d'exister. Elle a le droit d'exister. Bon. Alors, comment les droits culturels sont arrivés en France? Alors, j'ai essayé de faire... Mais d'abord,
il y a eu une véritable prise de conscience de l'échec relatif, hein, je suis toujours très nuancé dans mes propos, mais de l'échec relatif de la démocratisation culturelle. Si on fait un peu l'histoire des politiques culturelles, on a connu les cultures au XIXe siècle, les cultures de classe, ou liées vraiment à des terroirs. Pour le coup, il y avait une culture rurale, il y avait une vraie culture rurale avec des codes, voilà. Puis il y avait une culture ouvrière avec des codes, et puis il y avait une culture bourgeoise avec des codes. Et c'est vrai que souvent ces cultures ne se rencontraient pas forcément, hein, ça c'est vrai. Et puis il y a eu, après la guerre de 14, on va dire, mais plutôt dans les années 30, un mouvement qu'on connaît bien, puisqu'on est ce soir ensemble pour ça, c'est l'éducation populaire. L'éducation populaire qui apparaît dans les années 30, plutôt. Alors c'est marrant d'ailleurs le terme d'éducation populaire. Hein. Éducation, c'est quand même très très français, hein, parce que c'est très souvent porté par des gens issus, alors à l'époque c'est pas l'éducation, mais c'est l'instruction publique. Mais il y a une vraie tradition, et ça a marqué profondément les politiques culturelles françaises. On a une façon, on a encore aujourd'hui une façon d'aborder la culture qui est une culture instruisante, hein, vraiment. Vous savez, en France, on aime bien les cartels dans les musées qui sont grands comme ça, écrits tout petits, où on raconte plein de choses. On n'a pas ça dans les pays anglo-saxons. Clairement, on n'a pas ça dans les pays anglo-saxons. Et puis, donc, il y a eu l'éducation populaire, hein, qui avait une volonté clairement politique, hein, aussi. L'éducation populaire, c'était cette conviction profonde que la culture était un outil d'émancipation sociale, et mais aussi sans doute de constitution d'une culture de classe. Il y avait les deux. Mais bref, il y avait une vraie conviction. Et clairement, chez nous en France, le Front populaire porte très largement l'éducation populaire. Mais elle va, on va dire, exploser au lendemain de la guerre, hein, évidemment, avec le mouvement, pour le coup, des MJC, mais pas que, enfin, bon, bref, porté aussi bien par effectivement des socialistes, des communistes, des gaullistes. Bon, bref. On parlait, quand on a eu cette conférence ici, autour déjà des 50 ans de la MJC, de gens comme Philippe, hein, à la SFIO à l'époque, mais il y avait Maurice Herzog à l'UDR, chez les gaullistes. Bon. Et on a développé le concept de l'accès à la culture. On le connaît tous. Vous savez, c'est la célèbre culture pour tous. Sachant que l'éducation populaire, ce n'était pas exactement ça. Hein. L'éducation populaire, c'était faire. Il y avait une notion d'engagement dans la culture populaire, dans l'éducation populaire. Bon. Dans les MJC, on faisait. Hein, dans les MJC, on faisait. Et d'ailleurs, on avait d'abord des animateurs. Donc, animateurs, c'est-à-dire des gens qui donnent du souffle à des gens pour qu'ils fassent. Et en même temps, on a développé un autre volet qui était la culture pour tous. Et si maintenant on fait un petit peu attention aux mots, ça voulait dire qu'on voulait donner à chacun la possibilité d'avoir accès à la culture. Ce sont les maisons de la culture de Malraux. Mais c'est la vision de Malraux. Malraux qui pense qu'on ne peut pas éduquer, on a un choc. Et soit on l'a, soit on ne l'a pas. Et si on ne l'a pas, bah tant pis. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le ministère de la Culture de Malraux, il n'y a pas jeunesse et sport. Il n'y a pas la jeunesse. Il n'y a même pas la télévision d'ailleurs, parce que Malraux ne pige pas, qui est un truc essentiel au moment où ils construisent. Et on met quoi derrière la démocratisation culturelle? Bah, on met la construction de lieux. Donc, ça a commencé par les maisons de la culture, mais après, ça a été la construction des centres d'action culturelle, et puis ça a été la rénovation de tous les musées. C'est le formidable mouvement de construction des bibliothèques. Enfin, c'est tout ce qu'on a aujourd'hui.
Enfin, souvenez-vous de ce qu'étaient les équipements culturels il y a 40 ans en France, 50 ans. Alors là, on pouvait parler de Paris ou le désert français. Vraiment. Songez au mouvement des bibliothèques en France. Je vais vous donner juste un chiffre. Sous le cabinet Ayagon, entre 2003 et 2005, on a construit 2,5 millions de mètres carrés de bibliothèques en France, dans le cadre d'un programme qui s'appelait les Ruches. Donc, si vous voulez, on a construit des lieux partout. Bon. Une fois qu'on a eu construit des lieux, eh ben, on a recruté des équipes professionnelles. On a commencé à créer un réseau de professionnels. Et ça s'est terminé, au bout du bout, par la création de la filière culturelle dans les collectivités territoriales. Et c'est à ce moment-là où les MJC ont commencé à être à la peine. Vous prenez le cas d'une ville comme Dole, juste dans les années 80, le seul espace culturel de diffusion de la culture, c'est la MJC. À la mairie de Dole, il n'y a pas de service culture. Moi, quand je suis arrivé en 89, il y avait une dame qui faisait... qui avait le calendrier des salles. Voilà. C'était ça le service dit culture de la ville de Dole. Il n'y avait pas d'équipe culturelle. Et se sont développées donc ces équipes culturelles. On a vu se créer des écoles dans lesquelles je donne maintenant des cours de cadres culturels tels que Artis, le AC. On a vu se développer l'Observatoire des politiques culturelles avec son master. Enfin bref, on a vu plein de trucs se développer. Donc il y a eu des équipes culturelles. Et il y a eu donc la diffusion des œuvres. Et à partir du moment où il y a eu des équipes culturelles qui se sont créées, on a imposé la culture du sachant. C'est-à-dire que le directeur de théâtre, ayant son projet, faisait découvrir sa programmation. Alors tout ça, c'est pas si mal passé que ça, hein, puisqu'on est parti du principe que on faisait confiance au directeur et qu'on en avait parfois des bons et qu'ils nous ont fait découvrir aussi des choses à eux. N'empêche que c'était une culture qui, très très vite, s'est imposée du haut vers le bas. Et dans tous les métiers de la culture. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre qui faisait, je trouve, qui résumait très bien, Comme un roman, de Pénac. Et il a cette très jolie phrase: le verbe lire ne supporte pas l'impératif. C'est comme le verbe aimer. On ne peut pas dire aime, on ne peut pas dire lis. Et il poursuit en disant: et cet adolescent, il est là, je cite de mémoire, il est là, la fenêtre est grande ouverte, on lui a dit de lire Madame Bovary. Il en est à la 37e page, il a oublié les 36 premières. Et je trouve ça assez joli parce que, en plus, ça raconte assez bien cette culture. Enfin, qui n'a pas vécu ça? Comment tu n'as pas lu Madame Bovary? Ben non, je n'ai pas lu Madame Bovary. Bon, voilà. Et c'est la culture du sachant. Bon, quand je vous ai dit, on va y venir, un échec relatif, en fait, les gens qui ont fait le pari de la démocratisation culturelle, ils ont fait un pari qui s'est révélé faux. Ils ont cru qu'en augmentant l'offre culturelle, on allait ouvrir des portes au plus grand nombre. Et en fait, toutes les statistiques, et vraiment toutes les statistiques, démontrent que c'est pas parce qu'on a construit plein de théâtres, c'est pas parce qu'on a construit plein de bibliothèques, c'est pas parce qu'on a rénové les musées qu'on a beaucoup fait bouger le curseur social de celles et ceux qui fréquentent les lieux de culture. Alors oui, la culture, elle est pour tous. On donne la possibilité à chacun d'y aller, mais c'est pas pour autant qu'on a donné les moyens pour que ceux qui jusque-là n'avaient pas les codes
puisse pousser la porte de ces lieux-là. Et j'ai passé ma journée avec le sociologue qui bosse là-dessus, donc là je suis gavé de chiffres et d'exemples, Olivier Donat. Mais en fait, aujourd'hui, n'importe quel directeur de scène nationale, et c'est vrai, dans toute la France, va vous expliquer que ça va très bien. Regardez les chiffres d'Avignon. Tous les ans, on vous annonce que ils ont vendu 95, 96, 97% des tickets. Simplement, qui y va? Il s'est passé quoi dans la société française entre 1960 et aujourd'hui? Il y a beaucoup plus de classes sup et des cadres intellectuels qu'il y en avait en 1960. Et simplement, la seule augmentation mécanique des classes plus favorisées permet sans difficulté de remplir tous les lieux de culture et d'avoir de très bons chiffres. Simplement, quand on commence à regarder les choses de près, alors il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que la démocratisation culturelle a permis de faire un bond incroyable en termes de qualité, en termes de propositions. Voilà. Pour ceux qui sont des vieux Dolois, c'est vrai que dans les années 70, il y avait 2-3 spectacles de la Comédie de l'Est qui tournaient, et encore 2-3, je pense que peut-être que je suis un peu... mais oui, et puis voilà, puis il y avait des tournées barrées Carcinti, quoi. Bon. Donc on ne va pas se plaindre qu'il y ait eu plein de bibliothèques de construites en France, quoi. Alors c'est pas parce qu'on a construit plein de bibliothèques qu'il y a plein de gens qui lisent, D'accord, il y en a de moins en moins. L'article qui est sorti du Centre national du livre hier ou avant-hier est un scandale. C'est une honte. On fait dire n'importe quoi aux chiffres. Je ne sais pas si vous avez vu passer le livre. Ils ont fanfaronné. Formidable, c'est pas vrai. Les mômes continuent à lire. Attendez, ils ont fait une étude sur les 15-25 ans. Forcément, ils sont au lycée, les mômes. On les oblige à lire. C'est pas cette question-là qu'il fallait poser. C'est combien de personnes lisent librement. Mais pas quoi. Est-ce que vous avez lu un livre cette année? Vous prenez le môme 2 secondes, il va répondre oui. Puisque forcément, il est obligé. De première, il est obligé. De terminale, il est obligé. Puis à la rigueur, la première, deuxième année, ils sont obligés de se taper des bouquins de fac. Donc de toute façon, forcément, ça marche. J'ai découvert aujourd'hui, en fait, pardon de faire cette digression, mais en fait, on continue toujours à vendre. Ils ont fait l'étude, j'ai adoré ça. Et ils continuent, vous savez bien, on continue à vendre beaucoup de livres à Noël. Donc c'est rassurant. Eh bien, pas du tout. Parce que c'est vous qui aimez les livres, et comme vous êtes désespérés de voir vos enfants et vos petits-enfants ne pas lire de livres, vous en faites des cadeaux. Eh bien, les cadeaux livres ont explosé. Mais en faisant une bonne étude, en fait, on se rend compte que les bouquins ne sont pas forcément lus. Voilà, je ne vais pas vous saper le moral, mais j'ai trouvé ça très intéressant, en fait, parce qu'on appartient encore à une génération, pour nous, le livre est important. Et comme on voit bien que le môme, il ne lit pas de livre, on dit, bon, allez, je vais faire un cadeau, je vais lui offrir un livre. Ouais, eh ben non. Voilà, donc, non, mais je trouve que l'élément est intéressant. Bref. Donc, il y a eu cette prise de conscience qu'à un moment, la démocratisation culturelle n'avait pas forcément aussi bien fonctionné qu'on le disait. Ça a mis du temps. En fait, donc, il y a un sociologue, statisticien, qui depuis 1973 fait ce boulot-là tous les 6 ou 7 ans. Il fait une étude des pratiques culturelles des Français. Et en fait, dès le début, il avait mis le doigt sur le fait que ça marchait pas. Enfin, ça marchait pas. Les résultats étaient très limités. Et j'ai trouvé ça, je trouve ça intéressant, et je me suis permis de lui poser la question tout à l'heure. Comment vous avez fait, puisqu'il bossait au ministère de la Culture, je dis, mais comment vous avez fait pendant 35 ans
pour sortir des études tous les 6 ans et de faire en sorte que la façon dont votre étude était vendue par le ministère était erronée. Et le type, il rendait son rapport, et après, en fait, maintenant il se lâche, hein. Donc il est en retraite depuis 6 mois, et donc c'est juste incroyable, quoi. Là, le mec, il lâche tout ce qu'il a sur le cœur, quoi. Mais j'ai trouvé ça vraiment, intéressant. Vous allez voir, je vais y arriver à nos droits culturels, hein, par rapport à la culture du sachant. La deuxième chose qui a fait qu'on se soit interrogé sur les droits culturels, c'est l'arrivée du numérique. Le numérique, c'est une vieille histoire, hein. Enfin, l'usage, la façon dont on a du numérique, je le dis pour nous tous, là, hein. Si on regarde les plus jeunes, ils disent « oui, non mais bon, ils sont complètement... » On est les responsables, hein. On est les responsables. Il y a 3 responsables. Et c'est nous, c'est notre génération. La zapette, numéro 1, qui fait qu'on n'avait plus d'effort pour allumer ou éteindre une télé. Plus d'effort. 2, le baladeur. On peut écouter de la musique n'importe où. 3, le magnétoscope qu'on peut éteindre et relancer quand on veut. Et bien vous pouvez y aller n'importe où, recommencer où on veut, etc. Et sans effort, c'est né de la zapette, du magnétoscope et du baladeur. C'est-à-dire que le comportement des mômes d'aujourd'hui, en fait on l'a complètement préparé. Simplement, ce qui est vrai, c'est qu'avec le numérique, on a accès à tout. Et comment voulez-vous que la culture du sachant résiste au numérique ? Avec une vraie difficulté d'ailleurs, c'est celle de relativiser ce que l'on est. C'est-à-dire qu'avec le numérique, tout se vaut. Tout se vaut et tout est possible. Donc la culture qui tombe du haut en bas, elle est contestée. Enfin, je ne sais pas si... Moi qui suis enseignant en activité, notamment... alors, c'est pas vrai au lycée, encore que, mais c'est surtout vrai à l'université. Vous savez, à l'université, moi, mes étudiants, ils ont leur tablette, je dis quelque chose, et en même temps, ils vérifient. En même temps, ils vérifient. Et en même temps, des fois, ils me disent pas exactement ça. Ou bien, il y a un article qui conteste vos propos. Alors bon, on s'est habitué, hein. On s'est habitué, mais c'est, si vous voulez, la culture du sachant, pour ceux qui ont été enseignants, il y a 30 ans, quand il fallait qu'on enseigne, la dissertation, c'était vachement simple. D'abord, il y avait 2 types d'élèves, ceux qui savaient faire la dissertation et ceux qui ne savaient pas la faire. Point. Personne ne se posait de questions. Alors voilà, on disait, il y a une partie, une intro en 3 parties, et puis ensuite le développement, 2 ou 3 parties. S'il y a 2 parties, il y aura 2 sous-parties, etc. Le môme notait, pouf, terminé. Vous pouvez toujours essayer de faire ça maintenant. Aujourd'hui, il faut passer des heures à expliquer, et c'est là, je vais vous dire, je trouve ça beaucoup mieux. Il faut d'abord expliquer aux gamins à quoi ça sert. Alors que nous, la dissertation, c'était de l'art pour l'art. Voilà. C'est l'art pour l'art. Aujourd'hui, il faut prendre du temps, expliquer que c'est un outil pour convaincre, que l'argumentation est une nécessité dans la vie, etc. Ça prend vraiment des plombes. Hein. Tout ça, c'est l'univers numérique qui fait que la population remet en cause ce qui semble établi. Et puis, il y a un point très important, c'est que le numérique, il a facilité d'une façon incroyable les pratiques culturelles amateurs. Il y a toujours eu des gens qui ont écrit leur journal intime, sauf qu'avec le numérique, il y a eu des blogs. Et qu'est-ce que c'était qu'un blog, sinon un journal intime rendu à tout le monde et écrit très facilement. Il y a toujours eu des photographes amateurs, sauf qu'avec le numérique, on a pu tous penser qu'on était à un moment des artistes et des photographes artistes. Dans le domaine de l'apprentissage de la musique,
numérique a permis des choses absolument incroyables. Donc en fait, l'outil numérique lui-même a facilité les pratiques amateurs. Donc les pratiques amateurs qui elles-mêmes remettent en cause le sachant, qui remettent en cause la culture du sachant. Et puis, troisième point qui a fait qu'on s'est intéressé au droit culturel en France, ça a été la réflexion des élus. Alors, je vous raconte ça vite fait. Je fais attention, hein, parce que je regarde l'heure. Je ne vais pas vous ennuyer trop longtemps. En fait, non, mais le sujet me passionne. Hein, je suis fatigué, mais c'est pas grave. Entre 2008 et 2014, j'ai donc été directeur de la formation pour les élus à la culture dans toute la France. Donc, j'étais plus au bureau de la FNCC. Et donc, moi, je me baladais. Hein, ceux qui m'ont connu à l'époque se souviennent. Je partais le mardi, je rentrais le jeudi, j'étais quelque part en France. Puis j'allais bosser avec des élus sur des sujets. Puis, voyage après voyage, il y a un truc que je sentais, mais j'arrivais pas à... Je sentais bien qu'il y avait un truc qui allait plus. Puis il me disait, voilà, c'était comme ça, autour de la table, le soir, ouais, mais moi, ma population... J'ai pas fait gaffe, j'ai eu du mal à cerner. J'ai bien compris, il y avait un problème, ma population, les amateurs, tu comprends, on met tellement d'argent dans, je dis n'importe quoi, le musée, mais tu vois, moi j'ai des peintres, je sais pas quoi en faire. Il y avait tout ça qui naissait. Puis un jour, j'en parle au bureau de la FNCC, qui était mon employeur, et c'est là où je me rends compte qu'ils étaient en train de bosser sur un texte, et qu'eux aussi, ils avaient senti ça. C'est aujourd'hui le document d'orientation de la politique de la fédération que j'ai la chance de présider. Et en gros, je le résume. Il dit, on a beaucoup donné à voir, on a beaucoup donné à écouter, maintenant il faut aussi donner à faire et à faire ensemble. Voilà, je résume, si vous voulez, la philosophie de la fédération que je préside. Et en fait, cette interrogation des élus, elle a explosé, à tort ou à raison, avec les contraintes budgétaires qui sont arrivées, où il y avait des choses qu'on ne pouvait plus complètement accepter. Et puis, pardon de le dire, mais on est en plein dans le débat actuel. Et on sentait, les politiques locaux, on sentait, avec ici ou là, alors parfois vous savez, c'est comme un volcan, il y a des fumerolles qui sortent ici ou là, on les voit, puis on éteint la fumerole. Mais on sentait bien qu'il y avait une partie de la population qui avait complètement décroché des propositions culturelles institutionnelles. Celui qui ne l'a pas vu, c'est que vraiment, il était sur une autre planète. Hein. Et c'est pas un hasard, pardon de le dire, si le sujet culturel, n'est pas un sujet essentiel dans le débat national actuel, et que là encore, pour le coup, j'ai eu l'opportunité de le dire au ministre, puisque le ministre nous enjoignait de débattre des sujets culturels dans le grand débat national, et j'ai repris la phrase de Pénac, et je lui ai dit, le verbe débat ne supporte pas l'impératif. On ne peut pas dire débat de la culture. Voilà, débat de la culture. Voilà. Vous avez remarqué peut-être aussi que les grands responsables culturels se sont bien gardés depuis 4 mois d'intervenir dans le débat national. Ça a été tous aux abris. Tous aux abris, franchement. Et vous pouvez lire, il y a un excellent article dans Le Monde ces derniers jours, le très court débat qui a eu lieu aux Beaux-Arts de Paris. On se demande où ils étaient, quoi. Enfin, ils pensent réinventer des trucs qui existaient depuis 40 ans, etc., etc. Bref. Tout ça pour vous dire qu'à un moment, on s'est dit que la culture pour tous, c'était peut-être pas suffisant. Et donc on a vu naître, ici ou là, des projets participatifs. Je ne vous dis pas que c'est exactement les droits culturels,
mais la notion de participation interrogeait l'envie de faire, et elle pouvait interroger l'héritage, réinterroger l'héritage, en disant mais après tout, oui, vous avez le droit, vous aussi, dans cette politique culturelle, d'être ce que vous êtes, et on va vous demander de participer, d'être dedans. Bon. Donc j'en arrive effectivement au débat sur comment on a essayé d'appliquer les droits culturels en France. Je vous l'ai dit, c'est pas un droit à avoir, c'est un droit à être. Alors juste, hein, les réticences par rapport aux droits. Je fais attention parce que j'avais noté ça avec précision, parce que c'est important. Bon, la principale critique, c'est celle du communautarisme. C'est-à-dire que les droits culturels pourraient entretenir les communautarismes. Pas forcément, parce que les droits culturels voudraient que chacun reconnaisse la culture de l'autre. Alors c'est peut-être un peu bisounours ce que je vous dis là, mais c'est quand même ça. Les droits culturels, c'est accepter les droits de l'autre, ceux qui ne sont pas les miens. Bon, alors après, il faut être deux pour accepter les droits de l'autre. Bon. La deuxième critique, alors bon, ça peut aller très loin, hein, on ne va pas tourner autour du pot. Il y a des collectivités, enfin en tout cas où il y a des groupes, à un moment, d'acteurs culturels qui se sont interrogés en disant mais si, je vais aller au bout, je ne vais pas donner de nom, vous allez très le comprendre. Si au nom des droits culturels, une mairie dit moi je ne veux que des danses folkloriques provençales et de l'opérette marseillaise, parce que ça fait partie de notre héritage. Si vous voyez à peu près. Ça interpelle, ça interroge. Je me souviens d'avoir discuté avec des collègues qui, en fait, ils avaient une vision un peu particulière des droits culturels. Ils étaient d'accord pour la diversité, ils étaient d'accord pourvu que ce soit leur culture à eux. Alors ok, ils disaient ok, non, c'est pas la culture officielle, hein, c'est pas la culture de Saint-Jean, mais enfin voilà. Mais je disais ouais, mais bon, t'es prêt à avoir dans ta commune, je sais pas, je dis n'importe quoi, du théâtre de boulevard? Oh non, c'est pas de la culture. Ah oui. Ça veut dire que là, on n'accepte plus le concept des droits culturels. Le droit culturel, justement, c'est on accepte d'être, on accepte l'autre. Bon. La troisième critique, ça a été un vrai blocage de la part de l'Association des maires de France, c'était d'avoir peur que ce soit un droit opposable au tiers. Bon, c'est dans la loi, hein. C'est dans la loi. Bon, alors c'est un peu plus compliqué, si vous voulez, comme le droit au logement, vous voyez. Bon. Sauf que je m'appelle, c'est un droit d'être, c'est pas un droit d'avoir, c'est comme la liberté d'expression, quoi. La liberté d'expression, ça n'entraîne pas que chacun puisse passer à la radio. Et personne va devant les tribunaux parce qu'il n'est pas passé à la radio. Donc, si vous voulez, c'est très difficile. Je crois que moi, je me suis longtemps interrogé, on en a parlé tous les deux. Aujourd'hui, je suis persuadé que ça ne peut pas être tout à fait... au nom des droits culturels, on ne peut pas intenter un procès parce qu'on n'a pas pu acheter Madame Bovary, quoi. Voilà. Donc, c'est un outil politique, mais c'est un outil politique pour les groupes, pour les individus. Et il y a une chose dont je suis persuadé, c'est que ça ne peut pas être un droit... comment dire? C'est pas un outil du politique. Voilà, ça j'en suis sûr. C'est pas un outil du politique. Et c'est un outil pour les gens. Voilà, pour être. Et qu'on ne moque pas les gens et qu'on ne se moque pas les gens. Bon, alors il voulait que je me mette en abîme. En fait, je peux vous dire que tous ces débats m'ont beaucoup marqué entre 2008 et 2014. Beaucoup. Et quand il s'est agi de revenir aux affaires municipales, évidemment, j'étais
nourrie par ce débat. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le slogan que j'ai choisi, c'était la culture par tous, et non pas la culture pour tous. C'était la culture par tous et la culture partout. Parce que j'avais été marqué par ce débat. Et ça s'est traduit par 4 axes. Enfin, en tout cas, il y a 4 axes qui marquent la politique culturelle de la ville. Tel que on m'a demandé de la définir, mes collègues l'ont accepté. C'est faire ensemble, c'est sortir des lieux dédiés, c'est valoriser artistiquement les pratiques amateurs, et c'est accompagner le foisonnement. Là-dedans, la puissance publique, elle n'a pas à dire ce qui doit être le droit culturel ou ce qui ne doit pas l'être. Mais en fait, je crois que ça peut se résumer à quelque chose de simple. Si on veut respecter les droits culturels, on doit être co-garant, pas garant, mais co-garant de la diversité culturelle. C'est-à-dire qu'on doit être co-garant avec la population, avec les pratiquants, peu importe, d'une diversité non seulement de l'offre, mais d'une diversité des pratiques culturelles. Et de ne pas mettre de médailles. Il n'y a pas de médaille d'or, il n'y a pas de médaille d'argent, il n'y a pas de médaille de bronze. Ça peut vous pas, je ne sais pas si ça paraît abstrait, mais je pourrais prendre 1000 exemples pour vous expliquer combien pour moi c'est essentiel de garantir la diversité culturelle. Vous voyez, moi ça ne me dérange pas que dans une ville comme Dole, on ait une proposition par la scène nationale exigeante et qu'en même temps, on ait une opérette portée par des amateurs et qu'en même temps, on ait du théâtre de boulevard. Parce que ça, c'est la diversité. Alors peut-être que tout le monde n'est pas branché opérette, peut-être. Mais il n'y a pas de raison de priver ceux qui aiment en faire, ceux qui aiment le voir, d'y aller. Et puis il n'y a pas de raison de priver ceux qui ont envie d'un théâtre plus expérimental, différent, de ne pas avoir cette possibilité. Et à chaque fois que j'essaye d'imaginer un projet, j'essaye toujours dans ma tête de me dire, est-ce qu'il y a autre chose? Faire attention de ne pas être monomaniaque, vous voyez, aller dans un seul sens. Alors, je ne parle même pas de mon sens, parce que moi, mes goûts, peu importe, en plus, sont plutôt éclectiques. Mais d'être toujours très attentif à cette diversité. Et puis, effectivement, d'essayer de sortir des lieux dédiés, ce qu'on avait dédié à la culture pour tous. Quand on fait la nuit des bars de Noël, on n'est pas vraiment dans un lieu dédié pour un concert. N'empêche qu'on rencontre les gens. C'est vraiment affirmer l'intérêt qu'on a pour les pratiques amateurs. Mais, je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Moi, j'utilise souvent le concept de pratique amateur, mais valorisée artistiquement. C'est-à-dire permettre à des amateurs, s'ils le veulent, de se confronter à des professionnels, à des artistes professionnels, s'ils le veulent. Et quand on fait les galeries éphémères, il n'y a pas de commissaire d'exposition. Il n'y a pas de commissaire d'exposition. Personne ne porte un regard, dit ben non, vous vraiment, c'est des croûtes. Ben non, vous n'aurez pas votre place dans les galeries éphémères. Ben non, c'est pas ça. C'est vous avez aussi votre place. Et puis les gens ont le droit de se faire plaisir. Voilà. Après, peut-être que les gens qui vont se promener vont trouver que ce sont des croûtes. Hein. Mais ça, c'est autre chose. Ben oui, mais ça, c'est autre chose. Mais on n'a pas de raison de priver les gens de pratiquer. Mais quand j'ai essayé de préparer cette intervention, voilà, je me suis dit, mais en fait, tout ça peut se résumer, toute cette notion, en tout cas, vue de la puissance publique, c'est de garantir la diversité.
Et simplement, on ne la garantit pas tout seul. Moi, j'essaye de le faire, mais je ne suis pas meilleur qu'un autre. Donc, et après, ça dépend du poil à gratter que peut être, voilà, par exemple, la MJC, qui, par exemple, me talonne, on aura l'occasion d'en reparler, à juste titre, pour garantir la diversité d'une proposition cinématographique. Mais la MJ est dans son rôle. Voilà. Et on est bien dans ce sujet-là. Quand les mômes qui travaillent à la MJ sur des courts-métrages, etc., on est bien sur une valorisation artistique des pratiques amateurs. C'est bien ça quand même. Mais ça vient d'eux. Simplement, on leur permet de grandir. S'ils ont envie. S'ils ont envie. Et puis comme ça, je pourrais bien sûr prendre plein d'autres exemples. Voilà, en gros, ce que je pouvais vous dire. Je sais pas, j'ai tenu... non, c'est bien, 1 heure, ça va. Presque 1 heure, pas tout à fait 1 heure. Mais après, c'est trop long. Moi, mes élèves, au bout de 45 minutes, ils décrochent. Donc... voilà, moi ce que je trouve bien plus intéressant, c'est que vous me posiez des questions. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Mais voilà ce que je pouvais vous dire. Donc à la question réalité ou fiction, ni l'un ni l'autre. Enfin, je sais pas. Je pense pas que ce soit une fiction. Je pense pas que ce soit une fiction. Et on s'en est encore... Je trouve qu'on s'en... Enfin, si on disait que c'est une fiction, ça veut dire qu'on n'a rien compris à tout ce qui se passe depuis 4 mois en France. Voilà. Je vais vous prendre un exemple pour illustrer mon propos. Samedi dernier, oui, c'était samedi dernier, on ouvrait le Printemps des Poètes. Et puis, il y a eu une délégation de gilets jaunes qui sont venus sous la toile de tente du cirque, qui avait un message à faire passer. Bon, bref. Et puis, à un moment, il y a un des gilets qui vient me voir et qui me dit moi, ce qui me tue, c'est qu'on va nous faire casser nos cabanes. Le préfet est très à cran sur la cabane. Des ronds-points, alors qu'il y a dedans des vraies expressions, des expressions d'une émotion qui peut se traduire d'une façon graphique. Et c'est rigolo parce que je vais vous dire, j'arrivais en voiture en fait, de Dijon et je m'étais posé exactement la même question dans ma tête. En me disant, mais il faudrait quand même que quelqu'un fasse un beau reportage photo. Il ne faut pas laisser partir ça comme ça. Parce que très vite, ça sera un objet d'étude. J'en suis absolument persuadé. Alors moi, j'étais plus dans une vision universitaire, vous voyez, je me disais, c'est un objet d'étude. Lui était plus dans un objet de l'esthétique. Mais il y a une vraie culture. Enfin, c'est pour ça que ça m'a énervé, cette histoire de débat sur la culture. Il n'y a pas de culture. Mais si, il y a une culture. Bien sûr qu'il y a une culture qui s'est exprimée, évidemment. Mais ce n'était pas celle des sachants. Ce n'était pas une culture académique, c'est même une culture qui n'est même pas comprise par les sachants. Ils ne comprennent pas les mots. Mais ça existe. Donc c'est pas une fiction. C'est pas une fiction. Après, est-ce que c'est complètement une réalité ? Je ne sais pas si c'est la notion de droit culturel qui est une réalité, mais en tout cas, le souci qu'on peut avoir les uns et les autres, alors pas tous, hein, mais à essayer de préserver, de garantir la diversité culturelle, pour moi, ça c'est essentiel. C'est le débat sur le pass culture. Hein. Est-ce que le pass culture est susceptible de garantir la diversité culturelle ? Ou bien est-ce que le pass culture va favoriser l'uniformisation culturelle ? C'est un vrai débat. Est-ce que demain, le Centre national de la musique, dans lequel on est, pour l'instant, on s'oriente uniquement pour mettre face à face les très très gros producteurs et puis les petits lieux publics de programmation
Est-ce que ça va être un lieu de diversité culturelle? Ça mérite d'être regardé de près. Voilà, il y a plein de débats. En tout cas, moi, je peux vous dire que je suis là-dedans, pas 24/24, mais quasiment. Et je trouve ça vraiment pour moi, très intéressant, en tout cas. Voilà. Bon, allez, vous avez des questions? Excusez-moi, je suis Non? Rien? Je vous ai endormi, hein? Non, moi j'avais deux réactions. Ce que tu disais tout à l'heure sur les cabanes dans le coin, ça me fait penser à une installation, reconstitution d'un ethnomusicologue d'un garage de rockers des années 70. Ils avaient tout ramassé, le garage, y compris les cronenbourgs à moitié vidés, le cendrier avec les pétards, les guitares, les flingues, les machins. Ils ont reconstitué ça, ils ont créé cette salle de répétition d'un groupe de rock années 1972. C'était je sais pas où ils avaient trouvé ça, et ils l'avaient mis dans le musée de musique populaire à Montluçon. Et c'est un instant, c'est un témoignage de ça, c'est une démarche ethnographique. Donc ça, c'était juste pour penser à ça, ta réflexion avec ce gars qui avait même ramassé les mégots des gitanes et des gauloises. Ouais, non mais... Et alors, sur la conclusion, droit culturel et réalité ou fiction, moi j'ai lu fiction, parce que j'ai assisté à la conférence précédente, comme quelque chose, comme un élément positif. En fait. Oui. La fiction, c'est quelque chose de positif, parce que c'est quelque chose auquel on va adhérer collectivement. C'est une histoire qu'on va se raconter collectivement et auquel on va croire. Et cette histoire, elle est liée aux droits de l'homme. C'est une fiction, les droits de l'homme aussi. Absolument. On décide de dire, ben non, quand même, pour le développement humain, on vaut mieux plutôt aller vers le droit de l'homme plutôt que vers l'extermination les uns contre tous et vice-versa. Et donc, du coup, les droits culturels participent de cette fiction en disant que c'était mieux d'aller dans cette direction-là. Et la question de la réalité, c'est quand même le rapport entre ce qui est inscrit dans la loi, de façon un peu rapide, et la traduction dans des politiques. Et dans ce que tu racontes, je trouve que tu racontes bien ce que tu fais à Dole. Il y a d'une façon plus large, il y a la question du rapport à ceux qui font la culture. Ceux qui font la culture, ce n'est pas que les institutions culturelles. Non. C'est les associations. En France, Bien sûr. le premier acteur culturel, c'est le culture associatif. Or, les politiques culturelles, et c'est ça qui est quelque part dans les droits culturels, c'est que quels sont les endroits où sont définies les politiques culturelles? Comment sont pilotées, co-évaluées les politiques publiques de la culture? Or, aujourd'hui, on a l'impression que les politiques publiques de la culture, c'est ou seulement les élus, ou seulement les institutions culturelles, mais en tout cas, ce n'est pas une diversité d'acteurs qui travaillent, évaluent, orientent ces politiques culturelles. Et je te le dis en connaissance de cause, parce que je me suis bagarré pendant 10 ans pour que les musiques traditionnelles, elles participent à l'élaboration des politiques publiques de la musique. Et pas que des musiques actuelles. Les fameux Solima. C'est marrant, alors, je suis assez content je viens de la noter, mais c'est la phrase que j'ai dite à Franck Riester, le ministre, c'était le 19 février, puisque mes fonctions m'amènent à participer à une structure qui s'appelle le Comité consultatif des collectivités territoriales auprès du ministre, CCDTC, et je lui ai dit ni vénérer, ni révérer, mais rêver. Je dis voilà, les gens ne veulent plus ni vénérer, ni révérer, mais ils veulent rêver. Alors ça rejoint, si tu veux, rêver dans le sens la fiction, rêver pour construire. Parce que ça, j'en suis vraiment persuadé. Et si les gens, la population est restée si longtemps ensemble
sur les ronds-points, c'est que ça générait de nouveau un peu de rêve. Et quand je dis du rêve, c'est pas, je me moque pas, hein, c'est pas un rêve, non. Un rêve collectif, ouais. Oui, un rêve collectif, mais on rêve ensemble pour faire quelque chose. Enfin, on imagine. Voilà, on imagine ensemble. Ça, j'en suis persuadé. Alors, par rapport à ce que tu dis, et tu as raison, d'abord, tu le regardes d'une façon un peu générale, mais traditionnellement à Dole, il y a deux façons d'envisager les politiques culturelles dans le Jura. Il y a la méthode lédonienne et la méthode doloise. Et ça, c'est vieux, c'était déjà vrai il y a au moins 40 ans. Ici, on est plutôt jacobins, et là-bas, ils sont plutôt girondins. C'est-à-dire qu'il y a une tradition de l'agglomération de l'action associative à Lons, d'ailleurs avec l'inexistence d'un service culturel, je vous rappelle qu'il n'y a pas de service culturel à Lons, avec, et à contrario, ici, une ville d'institutions. Clairement, vraiment, il y a deux façons d'aborder le sujet. Et je reconnais qu'en plus ma culture politique, si vous voulez, quand je dis politique citoyenne, je suis un jacobin. J'essaie de me soigner, mais je suis d'abord un jacobin. C'est vrai, je suis un jacobin, c'est clair. Et ça m'interroge parfois. Non, mais c'est vrai, très sérieusement. Des fois, combien de fois j'ai dit à des copains lédoniens, ils disent non mais attendez, c'est pas possible, là. Vos trucs consultatifs, là. Vous mettez des plombes pour essayer de prendre une discussion, mais d'un autre côté, peut-être qu'ils ont raison. Vous voyez, pour le coup, j'ai pas de religion. Par contre, j'ai regardé des expériences, des tentatives de co-construction ou de co-évaluation des politiques culturelles. Et je prends un exemple qui va forcément faire écho auprès de nous, auprès des Dolois. C'était quand Dominique Voynet était maire de Montreuil. Et vous voyez comme quoi on peut se retrouver quand on a quitté le territoire. Moi, j'étais plus élu, et elle était élue à Montreuil. Et donc, elle m'a demandé de bosser un peu avec eux, quoi, de voir, c'est amusant. Elle avait un adjoint à la culture, un type extraordinaire, Emmanuel Cuffini. Et ils ont essayé de faire un laboratoire à Montreuil. Je ne vous parle même pas sur le plan électoral, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a 5 ou 6 ans, leur politique culturelle leur a explosé au visage. Vous vous souvenez de l'histoire du cinéma? Ça a été, mais une explosion. Alors qu'ils avaient, pendant 6 ans, tenté tout un processus, c'était très très élaboré, hein. Ils avaient fait venir Pascal Bonnel-Chalier de Lyon, ils avaient construit des outils numériques pour que les gens puissent reconstruire, évaluer, etc. Et au bout du compte, je me souviens de l'adjoint à la culture qui dit ouais, mais putain, voilà, donc ce que je sais, c'est que c'est compliqué, mais sans doute pas impossible. Sans doute pas impossible. Alors c'est vrai que parfois je me dis, on évalue une politique avec les pieds. Je m'entends, si je voyais vraiment personne dans les rendez-vous, je me poserais des vraies questions. Mais t'as pas tort. Mais ça c'est, je pense, la culture de la COFAC. Non, mais t'as pas tort de se dire qu'il n'y a pas forcément un endroit, et il faudrait l'imaginer. Je le reconnais très, très honnêtement. Oui. Mais ça peut être aussi une autre ambition de la MJC. Non, mais je suis très sérieux, de réinterroger plus globalement une politique. Enfin, voilà, j'ai pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai. C'est vrai que c'est. Et je sais pas chez nous, hein, bon, c'est vrai que globalement, il n'y a pas d'espace d'évaluation. C'est vrai. Au moins d'évaluation. Et de co-construction, ça c'est encore autre chose.